Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour suivre un débat autour des questions de santé intitulé « L'égalité dans l'accès aux soins est-elle menacée ?» Nous allons parler bien sûr des inégalités territoriales, mais nous allons aussi aborder la question de la pénurie de médicaments ou encore celle de l'accès aux thérapies innovantes. Alors cet échange s'inscrit dans le cadre des assises Vivre ensemble. Cet événement citoyen est organisé par Ouest France, au couvent des Jacobins au cœur de Rennes, et Public Sénat en est partenaire. Le débat est d'ailleurs diffusé sur Public Sénat ainsi que sur TVR, la chaîne de télévision locale de Rennes. À mes côtés pour animer ce débat, Philippe Richard. Bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste à Ouest France et spécialiste des questions de santé. Et j'appelle pour participer à ce débat à nous rejoindre sur scène Laurent Chambaud, directeur de l'école des hautes études en santé publique, le HESP. Également à nos côtés Stéphane Junique, président d'Harmonie Mutuelle. Nous allons également pouvoir entendre Jean-Yves Fagon, délégué ministériel à l'innovation en santé. Et enfin, Alain-Michel Serretti, vous êtes président de France Asso Santé et vous allez donc représenter les usagers de santé lors de ce débat. Et d'ailleurs, Alain-Michel Serretti, je vais commencer par vous poser une question, puisqu'hier, France Asso Santé a rendu public un sondage BVA sur les ruptures d'approvisionnement en médicaments. Un quart des sondés y ont été confrontés. Cela rejoint d'ailleurs une mission sénatoriale qui avait en octobre proposé une trentaine de mesures pour répondre à la question des pénuries de médicaments, des pénuries également de vaccins. Alors avons-nous aujourd'hui un problème d'accès aux médicaments en France du fait d'une pénurie? Merci de cette invitation. Effectivement, je suis président de France Asso Santé, qui est l'Union nationale des associations de santé, qui représente 80 associations, les plus importantes en termes de taille, et qui est une structure qui a été créée par la loi santé de 2016 et qui est une représentation politique et citoyenne des usagers du système de santé à travers leurs assos. Alors, cette histoire de pénurie de médicaments, j'allais dire la pénurie de certains médicaments a toujours existé. Simplement, entre 2008 et 2018, on est passé de 50 molécules en rupture de stock à 550. Donc on voit bien qu'il n'y a plus de commune mesure entre la situation d'il y a quelques années et aujourd'hui. Le sujet était connu, simplement nous ce qu'on a voulu mesurer c'est l'implication réelle, envie réelle sur les malades. Et là on a eu les réponses, et évidemment les réponses posent question, comme vous l'avez dit, un malade sur 4 a été confronté à un problème de pénurie de médicaments. Avant les médicaments, il y a 10 ans, les médicaments en pénurie étaient des médicaments assez banals qui pouvaient se retrouver assez facilement d'une façon générale sur d'autres molécules, voire des copies sans difficulté. Un générique passait très bien. Là, on est sur des... Parkinson, d'anticancers. Alors là, maintenant, on est sur des médicaments qui ne sont pas forcément génériqués, sur lesquels il n'y a pas d'alternative. Et ça, c'est nouveau. Alors, la raison de tout ça, elle est multifactorielle. La première, c'est qu'on a, comme pour beaucoup d'industries, l'industrie des médicaments s'est délocalisée et massivement délocalisée dans des pays à faible coût, notamment en Asie. D'autre part, donc on a de moins en moins de fabrication sur le territoire européen et de moins en moins en France par ailleurs. Vous avez fait de la mondialisation de la fabrication du médicament. Les industriels, beaucoup d'industriels travaillent ce qu'on appelle en flux tendu, c'est-à-dire sans stock. Tous ceux qui connaissent un peu l'industrie et qui travaillent ici sur la région, vous avez beaucoup d'industries, vous savez ce que ça veut dire travailler sans stock, on travaille à la commande. Alors quand on fabrique des pneus, ça peut avoir des conséquences sur la disponibilité de certaines références de pneus. Quand c'est des médicaments, c'est plus embêtant. Donc en travaillant sans stock, ça met l'ensemble du marché en tension et de façon peut-être cynique mais très efficace, ça met les vendeurs, c'est-à-dire les industriels, dans une situation extrêmement favorable vis-à-vis des acheteurs, c'est-à-dire là en l'occurrence les pays. Et du coup, les stocks qu'il peut y avoir à un moment donné vont plutôt alimenter les marchés qui payent le plus, tout simplement. Et la France n'est pas un pays
qui est considéré comme, par les laboratoires comme très sympa de ce point de vue-là. Hein. Globalement, les médicaments en France coûtent moins cher qu'en Allemagne, sont payés moins cher que l'Allemagne. Donc l'Allemagne va recevoir peut-être plus rapidement un certain nombre de références en rupture de stock que la France. Donc tout ça mis bout à bout, ben, vous avez une situation qui se dégrade. Alors les pays européens et la France en particulier ont mis en place des programmes de gestion des pénuries avec les laboratoires depuis l'année dernière, depuis 2016, qui obligent les laboratoires à prévenir les pays qui vont se retrouver en situation de rupture. On va essayer de favoriser l'échange. Je me permets de vous couper. Peut-être, je finis là-dessus. Pour la première fois, la justice, à la fin de l'année 2018, donc fin décembre, a condamné un laboratoire à près de 300 000 € d'amende pour ne pas avoir suivi le nouveau texte légal, la loi de ce point de vue-là, et ne pas avoir prévenu la France d'une rupture qui s'annonçait. Donc nous, ce que nous demandons, c'est évidemment que les sanctions soient le plus dissuasives possible, de façon à ce qu'on ne soit pas dans une situation dans laquelle nous sommes actuellement. Merci. Jean-Yves Fagon, peut-être une réaction à cette situation de pénurie. Est-ce que la situation se détériore et puis et à quoi cela est dû? L'essentiel vient d'être dit, c'est-à-dire que moi, pour avoir pendant 5 ans été au comité économique des produits de santé, c'est-à-dire la structure où on fixe la tarification des médicaments, des dispositifs médicaux, mais aussi des médicaments eux-mêmes. Ce qui est évident, c'est que, tel que ça a été décrit, c'est qu'il y a un rapport de force entre un pays et la forme de développement possible d'un certain nombre de médicaments et les tarifications qu'il va être possible de gérer. C'est une négociation et c'est un conflit permanent. Et quand ça devient un peu plus aigu, eh bien effectivement, on arrive dans des périodes où il y a des ruptures. Et alors, c'est pas pour inquiéter tout le monde, hein, mais malgré tout, il y a dans un avenir à 2 ans un nombre important de médicaments probablement très efficaces, en tous les cas pour un petit nombre extrêmement efficaces, qui vont être avec des coûts considérables et qui vont encore aggraver la situation d'aujourd'hui sur les médicaments et la tarification. Ce problème-là va devoir être géré de façon plus globale et notamment peut-être d'arrêter l'autre élément qui a été évoqué, c'est-à-dire aujourd'hui et encore pendant longtemps les Allemands et un certain nombre d'autres pays sont plus favorisés parce qu'ils mettent une tarification plus élevée. Il va falloir que on devienne petit à petit plus homogène au niveau européen. Alors, quelle réponse peut-on imaginer pour résoudre cette situation? Le rapport parlementaire parlait de renforcer les structures publiques qui produisent des médicaments indispensables, proposer une sorte de système de carottes et de bâtons pour les laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que les uns et les autres, vous y croyez? Je peux répondre à ça. Non, j'y crois pas du tout. Alors c'est joli hein, sur le papier de dire on va fabriquer des usines en France qui vont fabriquer des médicaments que d'autres laboratoires fabriquaient parce qu'on en a besoin. Super. Dans 20 ans, on en reparle. Moi, je veux dire ce qu'il faut faire. Chacun de nous héritons d'un immeuble. On veut que cet immeuble soit vendu pour récupérer l'argent qui va avec. Vous avez 2 choix, vous vendez l'immeuble ou vous vendez par appartement. Si vous êtes pressé, vous vendez l'immeuble. Si vous vendez par appartement, vous allez tirer 2 fois le prix du coût de l'immeuble. C'est évident. Eh bien, c'est exactement ce que font à l'envers les labos actuellement avec les pays européens. Les pays européens font un cadeau extraordinaire aux laboratoires puisqu'ils font une négociation par pays, ce qui met actuellement en concurrence la France avec la Belgique, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Et en balkanisant ces négociations, c'est la meilleure façon pour nous d'avoir des médicaments forcément dans des conditions différentes de celui du voisin. Donc les laboratoires ont beau jeu aujourd'hui de pouvoir le faire simplement parce qu'on leur autorise à le faire. Si demain l'Europe joue son rôle et les pays se mettent ensemble notamment sur les médicaments les plus chers. Nous, on a des médicaments qui arrivent sur des nouvelles thérapies, notamment les thérapies génie et d'autres, qui sont à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le traitement.
Donc, si très rapidement, on ne renverse pas le rapport de force entre les laboratoires pharmaceutiques et nos pays, eh bien, on va se retrouver dans une situation d'incapacité à le payer, ou alors vous allez avoir nos primes vont exploser et nos impôts et nos cotisations sociales avec. Donc, aujourd'hui, il faut renverser ce rapport de force, et ce rapport de force, c'est d'avoir non pas 27 pays devant un laboratoire qui en plus se mettent en concurrence les uns avec les autres, mais l'Europe qui négocie. Et là, vous verrez que tout d'un coup, j'allais dire, la peur va changer de camp. Alors, il y a bien effectivement l'intérêt pour certains sujets d'une harmonisation européenne. Il y a un autre sujet qui est beaucoup plus local ou territorial, c'est la question de la répartition des médecins sur le territoire français. C'est un problème récurrent, le problème des déserts médicaux, mais qui semble ne pas pouvoir se résoudre, en tout cas actuellement. On sait que le numerus clausus, notamment, qui limitait le nombre de médecins, va être prochainement assoupli. Mais est-ce que c'est la vraie question? Est-ce qu'il y a un manque global de médecins en France? Est-ce que, Monsieur Chambaud, est-ce que vous avez un avis sur cette question? Oui, bonjour à toutes et à tous. Peut-être, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même faire un petit commentaire sur la question précédente, parce que je pense que ce qui a été dit notamment par Alain Michel Serretti, c'est quand même un élément de réflexion profonde en cette année d'élection européenne. On voit bien que dans ce processus-là, si un pays va tout seul, ce qui est le cas actuellement, il est en situation de faiblesse. Si on arrive, mais on n'y est pas, et on est loin d'y être, si on arrive à véritablement avoir sur des dossiers comme ça un poids important vis-à-vis de structures qui sont extrêmement puissantes, on peut effectivement changer les choses. Donc je voulais juste dire que je trouve que c'est en ce moment quelque chose de très important. Je reviens à votre deuxième question. Alors là, on est peut-être sur un autre sujet. D'abord, je voulais dire que la réflexion, il ne faut pas qu'on la regarde uniquement à travers les médecins. De plus en plus maintenant, ce que l'on va avoir, c'est des équipes soignantes. Les équipes soignantes, c'est plusieurs professionnels de santé, voire du social, qui travaillent ensemble pour faire en sorte que la réponse aux besoins des personnes soit la meilleure possible. Et quand on regarde ça, on peut bien donner des chiffres. Si je prends les chiffres, quand on regarde le nombre de médecins pour 1000 habitants en France par rapport à la moyenne des pays européens, on est à peu près à la moyenne. Et qu'est-ce que ça veut dire, la moyenne? Mais ce qui est important, c'est de regarder comment on est capable de mettre en place des structures, des dispositifs dans lesquels on anticipe ce que vont être les besoins dans les différents territoires. Et là, je pense qu'il y a véritablement une réflexion et une évolution profonde à donner au système français pour qu'il puisse répondre à travers des équipes dans lesquelles le partage se fait de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus naturelle, et puis dans lesquelles la relation avec la personne se fait aussi d'une autre manière. On voit ces changements en train de se produire en ce moment. Stéphane Junique, comment repenser à ce moment-là le système français pour essayer de répondre à cette question de l'inégalité d'accès aux soins d'un point de vue territorial? Tout d'abord, pourquoi est-ce que cette question des inégalités en matière de santé est aussi importante et aussi inacceptable aujourd'hui dans notre pays? D'abord parce qu'on est face à des inégalités territoriales qui sont fortes. 8% de la population française aujourd'hui vivent dans un désert sanitaire. C'est donc pas une mince affaire, cette histoire. C'est une affaire qui concerne beaucoup d'hommes et de femmes qui aujourd'hui sont dans une vraie demande de réponse en matière de santé et en matière de protection sociale. Et Laurent a raison de souligner un point, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de déserts médicaux, il s'agit d'un vrai problème de désert sanitaire. Le deuxième élément, c'est qu'au-delà de ces inégalités territoriales, il y a également des inégalités sociales en matière de santé qui restent extrêmement fortes dans notre pays et qui aujourd'hui ne sont pas corrigées. Malgré le fait qu'il y ait des engagements, des politiques publiques extrêmement fortes, vous avez aujourd'hui des populations qui ne sont pas égales face au renoncement aux soins, parce qu'il y a un problème d'accessibilité financière aujourd'hui à la santé et aux soins,
Parce que vous avez aujourd'hui des maladies qui sont des vraies pathologies liées à la pauvreté. Je pense à l'obésité des enfants. Et vous avez une prise en charge en matière de prévention qui ne permet pas de lutter d'une manière extrêmement forte face à cette réalité des inégalités en matière de santé. Alors que faut-il faire? D'abord faire en sorte qu'on soit conscient que dans notre pays, et c'est pourquoi ces inégalités doivent être au fond combattues, on est face à un modèle et à un système de santé qui n'a jamais été confronté face à des défis aussi importants. Transition démographique, un vieillissement de la population qui n'a jamais été aussi important depuis des décennies et des décennies dans notre pays. C'est une chance qu'il y ait des âgés dans notre pays. Mais ça nous conforte dans le fait de réinventer un modèle d'organisation de santé et de protection sociale qui soit adapté à ce premier défi qui est celui du vieillissement de la population. Et je rejoins ce qui est dit par Laurent Chambaud, il y a besoin aujourd'hui de réinventer nos organisations de soins, nos organisations de santé, d'abord pour investir davantage dans la prévention, je vais y revenir, parce qu'il y a un deuxième défi qui est celui de la transition épidémiologique, l'émergence des maladies chroniques, donc investir très massivement dans la prévention, et là ça ne fait pas simplement appel aux professionnels de santé, ça fait appel également à un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs associatifs, des acteurs mutualistes qui aujourd'hui s'engagent sur les enjeux de prévention. Il y a besoin de repenser l'organisation de notre système de santé. Et de ce point de vue, nous ne devons pas être aussi hypocrites. Il n'y a pas l'utilité d'avoir un hôpital dans chacune de nos villes. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les hôpitaux, laisser les murs et ne pas réinventer de l'organisation, notamment médico-sociale de proximité. Faire en sorte qu'il y ait davantage d'établissements qui puissent en prendre en charge les enjeux d'autonomie, mais qui puissent également être des lieux où vous avez de la consultation médicale qui peut se faire à distance, à travers la télémédecine, à travers la consultation avancée de proximité, qui ne nécessite pas d'avoir un plateau technique lourd. Bref, il y a besoin de réinventer cette articulation dans l'organisation du soin et dans l'organisation du système de santé. Et puis enfin, le dernier défi, c'est de refaire de la santé un vrai enjeu de citoyenneté. Et c'est pourquoi c'est bien ce qui se passe aujourd'hui à Rennes. Parce que ce sujet de la santé de demain, c'est un sujet de citoyen. Et probablement que notre pays a trop laissé ces questions de santé et de protection sociale, au fond, à des techniciens de la chose. C'est une affaire de chacun d'entre nous. Jean-Yves Fagon, vous faire réagir à ce que vient de dire Stéphane Junique, puisque la question de l'innovation, eh bien, elle porte aussi sur l'innovation au niveau de l'organisation et au niveau aussi, eh bien, des nouvelles technologies. Alors à la fois, il a été question là de téléconsultation et on a aussi parlé, eh bien, de coordination entre les professions de soins. Que peut-on faire, eh bien, justement, pour répondre à cette inégalité territoriale et quelles innovations peuvent être en cours et quelles peuvent être aussi leurs limites? Ce qui est quand même le premier élément frappant, c'est que c'est pas une nouveauté tout ça. Hein. C'est-à-dire que ça fait plusieurs décennies qu'on sait très bien que ce qui va générer. D'ailleurs, aujourd'hui, les étudiants qui commencent leur première année de médecine ou leur deuxième année de médecine, ils ne seront opérationnels qu'au plus tôt dans 8 ans et pour beaucoup, pour peu qu'ils soient spécialisés, dans 12, 13 ou 14 ans. Donc c'est bien, mais tous ces petits gars-là, ils ne sont pas opérationnels pour l'instant, ils ne seront pas opérationnels avant longtemps. Et on le sait tous depuis tous les ans et depuis des décennies et des décennies. Bah oui, mais on le savait déjà il y a 12 ans qu'ils n'iraient pas plus vite. Hein. Alors, il y a peut-être un peu de travail à faire sur la formation des professionnels de santé, pas seulement des médecins, mais de l'ensemble des professionnels de santé. Et derrière ça, il faut peut-être envisager de redistribuer un certain nombre des missions médicales à des paramédicaux, parce que ces liens-là vont être, en tous les cas, bon nombre de médecins le souhaitent, de plus en plus importants entre ces différentes professions, et de voir comment on pourra avancer ça. Et puis, il y a quelques mesures. Il y a une mesure, là, aujourd'hui, où on va ajouter la création d'assistants. Je ne sais toujours pas encore de quoi il s'agit, mais, mon Dieu, si on arrive à faire gagner du temps aux médecins, c'est une des solutions possibles. Et puis, dernier élément que je veux citer, c'est que c'est bien gentil de fabriquer des spécialistes dans des sujets. Les files d'attente actuellement, dans certaines régions de France, c'est 1 an pour un certain nombre de données en ophtalmo. Bon,
donc c'est absolument déraisonnable de valider ça. Donc il y a vraiment un problème de redistribution des thématiques, et peut-être qu'il faut s'occuper et éviter, je vais le dire parce que c'est suffisamment insupportable, que les équipes qui s'occupent d'urgences qui ne sont pas vraiment des urgences, mais qui nécessitent une prise en charge en temps réel rapide, ça peut finir de temps en temps par des catastrophes. Il y en a eu une il y a un mois, dans quelqu'un qui n'a pas été pris en charge pendant 12 heures. Et ça aussi, ça fait partie de la responsabilité de tout le monde. Et malheureusement, on n'est pas encore là, avec le schéma tel qu'il est décrit dans un futur lointain. Et on ne va pas régler immédiatement des problèmes dans un futur plus proche. Alors, on voit bien qu'il y a des vraies tentatives, là, actuellement, de ces médecins qui travaillent à travers de l'imagerie, avec une télévision qui permet de discuter avec des malades, avec une région, de faciliter un certain nombre de choses. Il n'en demeure pas moins que ça ne règle pas la totalité du problème. Donc je pense qu'il faut malgré tout essayer de mettre en place des systèmes qui vont permettre des alternatives à une présence, à une consultation par différents moyens, parce que sinon on n'offrira aucune amélioration avant une dizaine d'années. Alain Michel Serretti, faire tout de même réagir les représentants des usagers qui sont les premiers touchés, bien sûr, par cette question des déserts médicaux. On l'a vu, il n'y a pas de solution immédiate que vous proposez. Jean-Yves Fagon, non, Non, c'est pas on peut faire des améliorations permanentes. Ça, je pense que c'est ça. La transformation complète du système, elle est souhaitable, mais elle va nécessiter une mise en place un petit peu plus compliquée que simplement faire comme ça. Donc, je pense qu'il y a, en revanche, des améliorations qui peuvent favoriser la santé de la population. Et ça, il faut le faire très vite. Il semble difficile aussi de faire bien collaborer les différentes professions médicales. On voit que, quand même, chacun a tendance à rester sur ses prérogatives, a du mal à lâcher ses prérogatives. Il y a des tentatives d'organisation, en cours, il y a des négociations sur ce qu'on appelle les CPTS, c'est-à-dire une tentative d'organisation, de coordination des professions de la médecine libérale, en tout cas de la santé libérale. Mais on ne voit pas trop où ça va, ça semble encore très flou, et on ne sait pas s'il y a une vraie volonté des professionnels d'aboutir de façon globale. Alain Michel Serretti, ça fait 21 ans que je suis dans le monde associatif. J'ai une vie à côté. Je suis industriel dans l'industrie électronique avec une usine pas très loin de Nantes. C'est pour ça que j'arrive en retard de Nantes là à l'instant. La difficulté lorsqu'on a l'année dernière proposé à des salariés de basculer de la région parisienne à la Vendée. Ça s'est super bien passé. 90% d'entre eux n'avaient, au bout de 6 mois, toujours pas trouvé de médecin traitant. Vous vous rendez compte ? 90% d'entre eux n'avaient pas trouvé de médecin traitant. Mais on me dit, mais oui, mais c'est pareil à Paris. Bah oui, mais bon, c'est pas pour autant que c'est pas un problème. La réalité, aujourd'hui, elle est là. C'est que on l'a vu arriver. Il y a 20 ans, on a dit que ça allait arriver. Bah, aujourd'hui, on est dedans. Et évidemment, comme le professeur Fagon l'a dit, il faut 14 ans, entre 10 et 14 ans pour former un médecin. L'histoire, on ne peut pas trouver des solutions hyper efficaces immédiatement. Cependant, il y a quand même un certain nombre de choses. On a suffisamment actuellement de médecins en exercice, de docteurs en exercice. Il y en a 30%, il y a 30% des médecins formés qui verront jamais de malades et qui partent dans l'industrie, qui partent dans les ministères, dans les agences. Mais c'est une véritable hémorragie et je pense qu'il faut se poser des questions. D'autre part, on a un sujet surtout de répartition. Et pour le moment, ce qui a été choisi, contrairement à d'autres pays, en France, c'est de laisser le choix aux médecins de s'installer où ils veulent. On pourrait avoir d'autres choix. On pourrait, par exemple, les laisser s'installer où ils veulent, dans les régions et dans les spécialités, on a besoin d'eux. On pourrait considérer que les X premières années d'un médecin qui, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, où les études sont extrêmement chères.
extrêmement cher, plusieurs centaines de milliers de dollars sur 14 ans. En France, c'est pas le cas, et c'est une bonne chose. Eh bien, on pourrait estimer que les X premières années, 3, 4, 5 premières années de ceux qui sortent de médecine, eh bien, ils n'auront pas le choix de s'installer et que ce choix-là viendra après. Pour l'instant, toutes ces options... Les pouvoirs politiques sur la... Je ne sais pas s'il faut applaudir, parce que il faut faire attention derrière. On n'est pas dans le yaka faucon. Je dis simplement que il n'y a pas eu, et là je vais être cash, il n'y a pas eu de courage politique pour le moment, et y compris de notre ministre aujourd'hui, pour qui je porte un regard bienveillant. Pour autant, elle ne veut pas ouvrir ce dossier-là parce qu'il est exclusif avec les médecins. Je pense qu'il faudrait avoir peut-être à un moment ou à un autre au ministère de la Santé, pas forcément un médecin, et comme on le fait au ministère des Armées, on met pas toujours un militaire. Donc, parce que le fait est qu'il va falloir à un moment casser les privilèges, casser et tout revoir, tout remettre sur la table, parce que on peut pas continuer à vivre comme on vivait avant. La liberté totale, et elle s'arrête là où commencent les besoins fondamentaux des citoyens, c'est-à-dire les nôtres. Et si, dans le cadre de la liberté totale, qui est le cas aujourd'hui, la répartition des médecins ne se fait pas comme nous on en a besoin, et là on est loin d'être, c'est loin d'être le cas, eh bien il faut mettre une dose d'obligation. Et mettre 0 dose d'obligation, c'est nous mettre, nous, usagers, dans une situation d'otage absolument inadmissible. Est-ce que nos autres invités veulent bien réagir à cette idée de... Est-ce qu'il faut une coercition? Est-ce qu'il faut obliger les médecins à s'installer, ou est-ce que c'est un débat, est-ce que c'est un sujet, est-ce que c'est possible? C'est un serpent de mer politique, oui, et jusqu'ici aucun gouvernement n'est allé jusque-là. Tout à fait. Je voudrais juste intervenir, puis peut-être en élargissant un peu, parce qu'on ne résoudra pas tout non plus juste avec ça. D'abord, pour rassurer Alain Michel Serretti, il n'y a pas toujours des médecins qui sont à la tête des ministères de la Santé et depuis longtemps. Moi, ce que je vois, c'est que c'est pas l'horizon ou l'ancrage professionnel du ministre qui fait les choses, c'est simplement la capacité collective du gouvernement à agir sur les domaines de la santé. Après, peut-être un petit mot très rapide là-dessus pour dire, nous on a la chance à l'École des hautes études en santé publique d'avoir un réseau de correspondants internationaux assez important. Moi, ce que je vois, c'est que de nombreux pays sont confrontés à ça. De nombreux pays. Et notamment les grands pays, je pense notamment au Canada, qui a essayé aussi tout un tas de formules pour pouvoir attirer un certain nombre des médecins dans des endroits reculés. C'est compliqué. Alors probablement que la formule, alors pas probablement, certainement la formule que l'on a actuellement en France n'est pas couronnée de succès, mais encore une fois, on voit aussi de nombreuses études qui montrent que dans d'autres pays, ils sont confrontés à la même chose. Et sur tout ce dont on a discuté jusqu'à présent, les problématiques des inégalités de santé existent dans tous les pays. La France a quelques caractéristiques, peut-être on n'aura pas le temps d'y revenir, la France a quelques caractéristiques, mais elle se trouve aussi dans le faisceau de tous ces pays qui, parce que l'espérance de vie a augmenté, on voit aussi que les inégalités soit n'ont pas régressé, soit ont augmenté. Et ça, c'est un véritable sujet. Donc, si je reviens très rapidement sur ce premier point, moi je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions, encore une fois, qui intègrent les médecins dans des équipes. On n'aura pas d'autre solution. On peut intégrer les médecins dans des équipes. On a un problème avec les urgences. Certains pays ont mis en place des infirmiers et infirmières qui font les premiers tris par rapport aux urgences. En France, quand on ne voit pas un médecin, on se dit on n'est pas content. Peut-être qu'il y a des solutions qui permettraient aussi d'avoir des modalités qui permettent d'utiliser au maximum les études qu'ont fait les médecins par rapport à ce qu'on attend d'eux. Et puis, pour élargir, parce que je pense que c'est fondamental, et ça rejoint ce que Stéphane Junique disait, on peut bien entendu parler de ces aspects du soin, des consultations non programmées, etc. Mais si on veut agir sur les inégalités de santé, il faut aller bien au-delà et bien en amont de ça. Quand Stéphane Junique dit avec raison, quand on regarde l'obésité chez les enfants,
l'obésité chez les enfants en CM2, dans la dernière étude, chez les enfants d'ouvriers, c'est 6%, chez les enfants de 4, c'est 1%. C'est pas la médecine qui va réagir à ça, c'est pas la médecine qui va régler ça. C'est effectivement des inégalités sociales de santé. Et ça, c'est important, parce que si effectivement on développe un certain nombre de problèmes de santé dès l'enfance, et bien après, ça va entraîner aussi une augmentation du nombre de maladies chroniques, etc. Et les études qui sont faites montrent régulièrement tout ça, et ça ne se résout pas. Donc ça, c'est aussi un sujet, à mon avis, fondamental à regarder. Stéphane Junique, vous faire réagir? Moi, je rêve tout simplement que sur ces questions-là, on puisse avoir un vrai contrat de santé qui soit passé dans le pays. Un contrat de santé, c'est on met des obligations, éventuellement des contraintes. Objectivement, je suis très sensible à ce que dit le président Serretti, hein, mais compte tenu du fait que c'est une mesure qui n'a jamais été appliquée, et on sait pourquoi elle ne l'a jamais été, parce qu'il y a aujourd'hui une population qui est très captive électoralement. On est face à un médecin traitant qui est aussi dans la relation avec chacun des usagers, dans une relation qui est là une relation de confiance. On s'appuie beaucoup sur le médecin, et donc on n'a pas envie de se le mettre à dos. Donc je suis très réservé sur le caractère obligatoire. Et dans le contrat, ce que moi je verrais, c'est le fait de dire, puisqu'il y a aujourd'hui la volonté de structurer de nouvelles offres en matière de santé, de nouvelles organisations de santé. Misons davantage sur la bonne articulation entre les tâches, les responsabilités, les missions qu'un médecin, qui doit rester le médecin généraliste, le pivot de l'entrée dans le système de santé, mais le fait qu'il puisse y avoir un partage des tâches avec d'autres professionnels. Pourquoi est-ce que le pharmacien aujourd'hui n'a pas un rôle aussi important dans le premier recours ? Il peut être un acteur beaucoup plus précieux, beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Et je ne reviens pas sur la répartition entre les autres professionnels de santé. Le deuxième élément, pourquoi dans notre pays nous ne pouvons pas avoir davantage d'outils qui soient régionalisés ? Il y a aujourd'hui les agences régionales de santé. Je considère qu'on n'est pas allé suffisamment loin dans la régionalisation de notre système de santé. Je ne suis pas favorable à une réforme de la décentralisation de notre système de santé. Mais sous un mode déconcentré, c'est-à-dire où la puissance publique joue un rôle de contrôle, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, au sein des ARS, des moyens financiers notamment qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'adaptation des organisations de santé et des organisations de soins dans notre pays? La réalité, c'est que à Rennes, les besoins de santé, mais aussi les moyens en termes d'offres de santé sont bien différents de ce que l'on peut connaître dans des villes de Mayenne ou dans des villes de Corrèze. Pourquoi être sur une organisation qui soit uniforme, quelles que soient les régions, alors que l'on sait qu'il n'y aura pas les moyens de pouvoir y répondre? Donc ce pacte, ce contrat, il doit adapter aussi les moyens en fonction de la réalité territoriale. Et puis l'autre élément, c'est de faire confiance à d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs de santé. Pourquoi la santé est une affaire aussi importante? Parce qu'elle touche le social, elle touche l'aménagement de nos villes, elle touche les enjeux de prévention avec des acteurs qui sont des acteurs associatifs, des acteurs mutualistes, des acteurs qui ne sont pas des acteurs de santé à proprement parler. Est-ce que nous avons envie donc d'avoir un contrat qui définit des règles fortes en termes d'objectifs de santé publique? Et c'est normal que l'État définisse des objectifs durables pour demain, ambitieux pour demain, pour faire face aux transformations de notre société et des besoins de santé, mais bon sang, faisons confiance aux acteurs, parce que c'est eux qui trouveront les solutions au plus près du terrain et au regard de la réalité des besoins. Voilà, j'aspire, je rêve de ce contrat, et je suis confiant sur la manière dont on peut le créer, dont on peut le porter, mais ça, c'est pas simplement l'affaire des pouvoirs publics et de l'État, c'est aussi l'affaire de chacun d'entre nous. Alors il nous reste 3 minutes avant de donner la parole à la salle, pour essayer d'avoir un échange avec nos intervenants. On va essayer de parler d'un dernier petit thème très bref. Oui, ça va être bref. C'est là aussi un rapport avec la prévention. On voit émerger une médecine personnalisée, voire prédictive. Pour l'instant, c'est juste émergent. Est-ce que c'est une chance pour tous? Est-ce que ça va permettre d'améliorer la prévention? Ou est-ce que cette médecine prédictive qui permettra d'avoir peut-être une évaluation plus fine du risque personnel, porte en elle les germes, là aussi, d'une fracture sociale entre, notamment, je pense, au niveau des assurances complémentaires, au niveau même des autres types d'assurances. Peut-être d'abord Jean-Yves Fagon sur l'innovation, et ensuite peut-être Stéphane Junique.
Oui, la médecine prédictive, ça fait longtemps que ce sujet est sur la table pour essayer d'avancer. Mais les tarifications envisageables dans un certain nombre de pathologies sur ce type de... ça a été évoqué là tout à l'heure, on va être avec des tarifs qui sont quasi inaccessibles. Donc je pense que là, on a un vrai travail à faire sur un certain nombre de mesures. Et moi, je veux quand même évoquer un certain nombre de points. Il y a par exemple, au cours des 6 dernières années, une transformation majeure de la sortie des hôpitaux de la part de la population qui sort à J1 ou à J2 alors qu'auparavant ils restaient 5, 6, 7 jours à l'hôpital. Ils retournent à leur domicile. L'air de rien, c'est une transformation majeure du système et aujourd'hui les équipes, que ce soit les médecins qui doivent prendre en charge à leur domicile ces malades qui auparavant étaient à l'hôpital, les infirmiers et infirmières, les aides-soignants qui prennent en charge. Je pense que tout ça, c'est une logique beaucoup plus globale que juste il y a un docteur qui n'est pas là dans le coin. Je veux dire, c'est un changement très profond du mode de fonctionnement. La chirurgie a fait des progrès considérables, d'autres secteurs aussi, et donc les gens rentrent plus vite à domicile. Mais aujourd'hui, on est quand même encore en train d'observer tristement qu'il y a une personne seule qui n'a plus d'entourage direct, qui n'a plus de famille, qui retrouve à son domicile et qui est tout seul, ou toute seule, et pour lequel on n'apporte pas encore la construction d'un modèle qui va permettre de faciliter son développement, etc. Donc tout ça, c'est pas forcément directement dépendant d'une activité médicale. C'est vraiment la prise en charge d'un certain nombre de patients qui ont pu bénéficier, ou en tous les cas qui sont dans un mécanisme. Et le deuxième sujet que je veux évoquer, c'est la complexité des sujets. Aujourd'hui, en cancérologie, avant, il y avait un médicament qui traitait une pathologie, et puis ça marchait plus ou moins bien, et aujourd'hui on est avec des progrès incontestables, mais avec des évolutions thérapeutiques très compliquées, où on met 2 traitements, puis la semaine d'après 2 autres traitements, puis on s'arrête une semaine, puis on reprend 2 autres traitements. Tout ça nécessite une vraie prise en charge, mais l'orientation initiale qui a été donnée par les prescripteurs, par les médecins et par les spécialistes du sujet ne nécessite pas obligatoirement d'avoir cette même équipe qui va revenir une deuxième fois, puis revenir une troisième fois. On a besoin d'avoir là des équipes compétentes qui seront dans le secteur du paramédical pour mener à bien ces traitements-là. Et je pense que vraiment aujourd'hui, et vous l'avez évoqué tous sous des formes diverses, on n'aura pas de médecins de plus dans les 10 ans qui viennent, donc il faut absolument qu'on arrive à mettre en place des alternatives faites par des professionnels de santé qui vont répondre à un certain nombre de sujets et qui vont surtout participer au développement, là aussi, d'un certain nombre de sujets. Franchement, aujourd'hui, prendre la pression artérielle de quelqu'un, parce qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui ont des activités comme ça, puisque c'est le suivi d'un patient qui a une maladie chronique, et ça fait 20 ans qu'on lui prend sa pression artérielle. Il n'est peut-être pas indispensable que ce soit un médecin, s'il n'y a pas un événement particulier à annoncer, pour assurer la sécurité et la bonne qualité du traitement tel qu'il a été mis en place. Donc je pense que qu'il y ait des problèmes sur les médecins eux-mêmes et leur distribution géographique, leur activité. Il y a d'autres problèmes qui se posent, notamment, et je le dis très clairement, sur des patients qui eux-mêmes refusent d'être soignés par un certain autre type de patients et ne veulent être soignés que par un autre. Donc tous ces problèmes-là, les intégrer comme ça et dire on va régler les problèmes, je pense que c'est beaucoup plus complexe et qu'il va falloir rendre une image beaucoup plus adaptée à ce que devient notre système de santé. C'est qu'il va falloir assumer la même complexité que est aujourd'hui la complexité du système. Je pense que la médecine prédictive sera un excellent sujet pour un prochain débat. On va passer aux questions de la salle. Merci à vous pour ces interventions. Je pense que vous pouvez applaudir nos intervenants qui ont fait preuve de grande précision. On va donc passer à une phase de questions de la salle. Oh là là. Alors, on va démarrer par monsieur, si vous voulez bien, à gauche. On va vous amener un micro. Il est là, le monsieur devant, derrière vous. Oh, bah non, on va vous donner un micro tant qu'il marche. Allez-y.
Je remercie beaucoup les 4 personnes intervenantes parce qu'elles ont dressé un très beau tableau. Moi, je suis professionnel de santé. Alors, j'ai des tas de questions et j'ai surtout des tas de suggestions à vous proposer. Alors, faites une question. Mais je sais. Donc, je ne l'ai pas. Bon, je laisserai tomber, tant pis. Mais pour le tout début du débat, j'ai quand même le souvenir qu'il y a une agence européenne du médicament. Et cette agence européenne du médicament, normalement, les pays européens collaborent et justement, c'est pour discuter avec l'industrie pharmaceutique pour les prix. Ça, c'est la première question. Non, elle fait Alors, tout sauf on va les prix, répondre tout de l'agence suite. du médicament. Ouais. Elle fait tout sauf les prix. Là, elle donne l'AMM, c'est-à-dire que le laboratoire obtient une autorisation de mise sur le marché, mais à charge pour chaque pays de déterminer le prix, et ce prix va être déterminé en fonction de critères médicaux et scientifiques. C'est la Haute Autorité de Santé qui fait l'évaluation du caractère intéressant ou pas du médicament, et c'est ensuite le Comité économique des produits de santé, qui est une structure franco-française, qui en donne et qui négocie avec les labos. Et c'est justement ce qui, aujourd'hui, génère la situation que l'on a. Si, effectivement, on avait à côté de l'Agence européenne du médicament, qui, encore une fois, ne s'intéresse que à la mise sur le marché, on avait une structure de négociation et d'évaluation de l'intérêt thérapeutique du médicament. Attention, l'agence, la mise sur le marché, ça veut dire le médicament ne tue pas. Ça ne veut pas dire que le médicament guérit. Savoir si le médicament guérit et l'intérêt thérapeutique par rapport aux autres médicaments dans la même classe, aujourd'hui, c'est chaque pays qui le fait, en fonction de sa propre approche et qui en fait la négo. Et c'est ça qui, aujourd'hui, donne la possibilité aux laboratoires de nous mettre dans la situation de tension et de négociation très favorable pour eux. Votre deuxième question, monsieur? Vous aviez une deuxième question. Alors, une deuxième. Au sujet du numerus clausus, il faut faire très attention à ce qu'on lit des fois dans les journaux, ou ce que le Conseil de l'ordre dit. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France que maintenant, ce qui est vrai. Sauf que, et ça a été très bien dit, il y a premièrement eu plusieurs phénomènes qui se sont télescopés. Il y a d'abord eu le vieillissement de la population, avec de plus en plus de maladies chroniques. Et les médicaments ne guérissent pas, mais permettent de maintenir. CF, l'espérance de vie. Il y a eu aussi, surtout, la féminisation du corps médical. Et je peux vous dire que très fréquemment, quand on voit un vieux médecin qui part en retraite, vous voyez 2 noms à la place. C'est pas du sexisme, c'est pas, je n'ai rien contre, mais c'est ce qui se passe, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une collègue qui va travailler lundi, mardi, mercredi, l'autre jeudi, vendredi, samedi. C'est comme ça, je les comprends. Troisième élément qui n'a pas été dit. Vous arrivez à votre question, monsieur, s'il vous plaît, parce que sinon... Non, mais c'est juste pour terminer sur le numerus clausus, parce que c'est important pour que tout le monde comprenne. Troisième chose qui n'a pas été dite, c'est que le médecin corvéable à merci, c'est fini. Et ça, tout le monde le sait. Avant, dans les campagnes, à 3 h du matin, on appelait la personne qui se déplaçait en 2 chevaux ou en 4L, le médecin. C'est terminé. Quand les médecins entendent les gens, ah ben je peux pas venir tel jour vous voir parce que comme j'ai des RTT, je pars en week-end élargi. Mais ça, c'est un fait, c'est une réalité. Et l'autre élément important, et non des moindres sur les déserts médicaux, c'est que quand un médecin va quitter sa faculté, qu'il soit médecin généraliste ou spécialiste, quand il va aller dans une structure pour se renseigner, il va commencer à demander au directeur ou au président de la commission médicale d'établissement, il y a un lycée, il y a un gymnase, etc. Et ça repose là le problème justement de l'aménagement du territoire. Merci, on va prendre une question. J'aurais des tas de suggestions. Je sais bien, monsieur, mais je veux partager la parole. Une autre question. Derrière vous, il y a un monsieur qui avait levé la main dans les premiers tout à l'heure. Merci d'être sur des questions. J'entends bien que c'est un sujet qui... Mais merci aux intervenants. Alors, je ne suis pas médecin, je suis un citoyen de territoire et je veux simplement féliciter parce que vous avez abordé la question de l'ambulatoire. Ça fait plus de 20 ans qu'on a l'ambulatoire et on voit aujourd'hui que la coordination des soins après, à la sortie de l'ambulatoire, ou du moins à la sortie de l'hôpital, n'est pas réalisée. Donc il y a bien un problème. Et je veux revenir là sur la question de l'imagerie à distance et du diagnostic à distance. S'il n'y a pas une humanisation
des relations, on va là aussi louper complètement un outil qui pourrait être au service d'eux. Et ça ne peut se faire que si on met le patient en relation, là aussi, avec un contrat, sans doute, mais au cœur d'eux, c'est-à-dire qu'on a véritablement une éducation citoyenne à la santé. Merci. Très bien. Est-ce que ça amène un commentaire de l'un d'entre vous? Oui. Aujourd'hui, tel qu'est fait la loi et le règlement, c'est super récent, hein, ça date du mois d'octobre. La télémédecine, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une consultation à distance, elle est réservée, elle tourne autour de votre médecin traitant. Alors, je parle que les choses soient claires. Le remboursement par la Sécu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de plateformes qui se mettent en place, qui vous font payer 150, 200 euros, peu importe, mais ça ne sera pas pris en charge par la Sécu, mais pour autant, vous pouvez parfaitement aller consulter un spécialiste à distance qui sera n'importe où dans le monde. Mais si vous voulez une consultation à distance payée par la Sécurité sociale, ça ne passe que par le médecin traitant. Beaucoup disent que c'est pas suffisant, en tout cas, c'est ce qu'a décidé la Sécu. Une question, oui, ici. Bonjour, je m'appelle Ludovic Tessier. Je suis coordinateur santé en Vendée pour 2 collectivités, pour 2 communautés de communes. Et je souhaitais avoir 2 petites précisions par Monsieur Junique. Juste là, monsieur. Par rapport à l'obligation, j'ai bien compris que vous n'étiez pas forcément partant par rapport à plutôt rester sur l'incitation pour les médecins pour aller dans les territoires fragiles. Pour autant, est-ce que vous seriez favorable à cette idée de déconventionnement sélectif qui permettrait de ne pas être conventionné si les professionnels, les praticiens ne s'installent pas dans ces territoires? Ou alors, est-ce que vous pensez plutôt que, comme Emmanuel Macron, c'est de la pipe? Et deuxième petite demande également, je rejoins totalement ce que vous dites par rapport aux inégalités sociales de santé et l'accès justement aux soins. Et nous, on y travaille aussi. C'est important, je pense, de rappeler un outil, c'est le contrat local de santé, qui peut permettre également sur les territoires de mener avec l'ensemble des acteurs locaux et institutionnels d'ailleurs, puisque c'est un contrat signé avec l'Agence régionale de santé, de mener une politique locale de santé adaptée au territoire. Et je pense que c'est un outil important et je voulais savoir le rôle que vous donnez aux collectivités notamment, mais à l'ensemble des acteurs locaux de manière générale par rapport à ça, puisque vous évoquiez une certaine déconcentration et j'aurais souhaité savoir la place des acteurs locaux dans ce système de santé. Merci. Monsieur Génie. Sur le premier point, le sujet du conventionnement, il ne faut pas casser un outil qui permet d'être dans une logique d'opposabilité des tarifs. Parce qu'on oublie ça, hein. Le fait de rester dans une logique de conventionnement, c'est-à-dire de secteur 1, ça permet de s'inscrire dans un encadrement des tarifs et dans une opposabilité des tarifs. Donc moi je veux bien qu'on sorte les personnes, les professionnels du conventionnement, mais à un moment donné, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est sur des tarifs libres. Ça veut dire qu'on est sur l'ouverture vers les dépassements d'honoraires. Je ne le souhaite pas. Et d'ailleurs, dans le contrat que j'aspire de mes voeux, c'est de pouvoir être aussi sur des règles qui remettent les enjeux d'opposabilité des tarifs. On a accepté ces dernières années les dépassements d'honoraires comme étant une affaire qui était une affaire normale. Et je prends ma part de responsabilité. Parce que quand vous avez des adhérents de la première mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle, qui viennent de dire « Monsieur Junique, il faut prendre en charge des dépassements d'honoraires parce que nous, on a 800 euros de dépassement d'honoraires. » À un moment donné, on est pris nous dans la gorge. C'est-à-dire nos adhérents, ils nous mettent, et ils ont raison, devant la situation de dire on ne peut plus faire face, on veut que notre mutuelle, elle puisse rembourser les choses. On a accepté de rembourser des choses dont nous n'aurions jamais dû accepter de rembourser. Et je glisse une idée, parce qu'on est dans un débat de citoyens. Une bonne mutuelle, ce n'est pas une mutuelle qui rembourse tout. Parce que si on accepte ça, on accepte une croissance des dépenses de santé demain. Or, nous avons un rôle, nous les acteurs mutualistes, aux côtés de la Sécu, aux côtés des autorités publiques, qui est de pouvoir réguler aussi les dépenses de santé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer les professionnels de santé au juste prix. Je considère que nos médecins sont très mal payés dans notre pays. Mais par contre, que l'on prenne en charge, dans le cadre de la dépense publique ou dans la dépense mutualisée et solidaire, des choses qui ne devraient pas être prises en charge, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Concrètement, ça veut dire quoi, ne pas accepter? Le fait que parce qu'il y a des loyers qui sont aujourd'hui importants, que le coût de l'immobilier d'un cabinet médical coûte cher, qu'on fasse peser donc sur le remboursement de la sécurité sociale ou sur le remboursement de la mutuelle une partie de ce qui ne relève pas du soin, je considère qu'on est là en marge de ce qui est la solidarité nationale. La deuxième question, ce n'est pas un effet tribune que je fais.
Vous imaginez, c'est pour nous aussi un débat qu'on a avec nos adhérents et avec les représentants de nos adhérents. Parce qu'une mutuelle, c'est bien différent d'une compagnie d'assurance. Les compagnies d'assurance, elles ont des actionnaires. Nous, les mutuelles, on a des représentants d'adhérents. Harmonie Mutuelle, c'est plus de 2000 représentants d'adhérents. On a fait le choix d'augmenter 30% les représentants de nos adhérents. Donc vous imaginez que ces débats, en conseil d'administration, le président que je suis les prend de pleine face. Mais au moins, ça montre la proximité avec ce qu'est la réalité de terrain. Et j'en viens à la réalité de terrain, qui est celle, comment est-ce qu'on accompagne les collectivités et celles et ceux qui sont aujourd'hui dans les territoires pour apporter des réponses en matière de santé. J'y crois profondément. Et c'est pourquoi d'ailleurs les mutualistes accompagnent des initiatives de terrain. C'est pourquoi d'ailleurs on n'est pas simplement des rembourseurs de soins, nous les mutuelles. On est aussi des acteurs de prévention. Harmonie Mutuelle, c'est plus de 4000 actions de prévention qui sont engagées chaque année sur des territoires. Si je prends l'ensemble des communautés mutualistes, on doit être à plus de 10 000 actions. Donc on est partenaire avec des acteurs associatifs et avec des collectivités territoriales. Mais on est aussi offreur de soins. C'est-à-dire qu'on a des cliniques, on a des maisons de retraite, on a des maisons de prise en charge de la petite enfance. Bref, on est dans la construction de politiques territoriales qui visent à faire en sorte que le sujet de l'égalité d'accès aux soins soit une réalité. Et c'est pourquoi dans le contrat, j'estime que l'État a une responsabilité forte, mais que l'ensemble des acteurs que j'ai cités tout à l'heure, les professionnels, les acteurs associatifs, les mutualistes, mais aussi les collectivités publiques, et notamment territoriales, puissent être partenaire de ce contrat de santé. Monsieur Chambaud, vous vouliez compléter? Oui, je suis juste un petit point. La question ne m'était pas dirigée, mais je ne peux pas m'empêcher de faire un petit point complémentaire. Je pense que c'est vraiment un gros sujet. Les collectivités territoriales sont, à mon avis, celles qui sont les plus à même de tisser les politiques intersectoriales dans le domaine de la santé. C'est malheureusement pas reconnu au niveau législatif. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que quand on parle dans notre jargon de promotion de la santé, c'est-à-dire d'avoir des éléments sur les conditions favorables à la santé, qui peut faire ça ? Les collectivités territoriales de proximité en premier lieu. Si on prend des politiques de mobilité active, si on prend des politiques d'urbanisme favorables à la santé, des politiques de nutrition sur l'ensemble d'une population, moi je suis vraiment persuadé que les collectivités territoriales ont la possibilité justement de faire ce travail intersectoriel. Malheureusement, dans notre pays, loi après loi, on oublie le fait de reconnaître cette compétence véritable que peuvent avoir les collectivités territoriales pour tisser ces politiques. Et je trouve ça vraiment dommage. Une dernière question, madame, je vous l'avais promis. Le sujet est passionnant, on est très en retard. Merci. Madame. Bonsoir. Je souhaiterais poser une question concernant l'homéopathie. Actuellement, c'est je dirais un sujet dont on parle beaucoup en France, c'est-à-dire le déremboursement des traitements homéopathiques qui sont pourtant prescrits par des médecins. Voilà. Et quand on parle de fracture sociale, d'inégalité dans les soins, est-ce qu'en fin de compte, ça ne va pas être un facteur de plus pour diviser les personnes et en fin de compte ne plus permettre le libre choix de la médecine? Merci. Monsieur Serretti, vous vouliez répondre? Rapidement, c'est un sujet actuellement qui fait débat au sein du monde associatif au sens large du terme, hein, dans les associations de malades, de familles, de consommateurs, parce que c'est très clivant. C'est très clivant et c'est très français. On va vous dire, oui, mais il n'y a aucune étude clinique qui démontre quoi que ce soit, sauf que dans la vraie vie, quand vous posez la question aux gens qui prennent de l'homéopathie, ben, ça leur fait du bien. Si ça leur fait du bien, forcément, il y a un intérêt thérapeutique. L'ambiguïté dans cette affaire, c'est le remboursement à 15 ou 30%. C'est-à-dire que soit un médicament est efficace et il est remboursé à taux plein, mais on ne voit pas pourquoi un médicament serait un peu efficace. Alors à 15, il est un peu efficace, à 30, il est un peu efficace, et puis alors à 60, il est un peu efficace. Hein, donc on s'y perd complètement, il y a un problème de cohérence. Il y a une tendance lourde aujourd'hui à dérembourser l'homéopathie, en fait avec, à mon sens,
c'est une volonté que j'ai toujours vue chez les ministres. Simplement, ils n'avaient pas l'opportunité de trouver une bonne raison de le faire. Aujourd'hui, il y a une bonne raison de le faire, c'est des médicaments hyper chers qui arrivent, parler tout à l'heure de médecine prédictive, qui vont coûter des centaines de milliers d'euros, qu'on ne pourra pas financer sans revoir complètement la question du financement, probablement sur plusieurs années, parce que ça sera, je corrige le gène d'un enfant, et soit je ne le corrige pas, et pendant, il va avoir une vie épouvantable pendant 70 ans, qui va coûter très très cher à la collectivité, soit je mets 800 000 euros tout de suite sur la table, je corrige le gène, et il a une vie normale derrière. Mais est-ce que ces 800 000 euros, je suis obligé de les payer en une fois ou je peux les payer en 20 ou 30 ans, puisque je sauve une vie? Et à côté de ça, on nous dit ces médicaments vous coûtent très très cher, donc il est temps de dérembourser l'homéopathie. Et ça n'a rien à voir, sauf qu'aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que c'est présenté. Et moi, je ne veux pas que ça soit présenté comme ça. Je veux, en tant que représentant de vous tous, c'est-à-dire des usagers du système de santé, c'est un sujet qui renvoie vers la liberté individuelle, vers le fait que la sécurité sociale a depuis toujours reconnu une certaine légitimité à l'homéopathie, et on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Quand on a pendant 40 ans remboursé l'homéopathie, de dire à un moment « Ah ben non, c'est trompé depuis 40 ans, ça ne servait à rien », ça n'a pas de sens. Et donc, il ne peut pas y avoir de décision coup près. Il y a des gens qui se soignent et qui se soignent bien avec. Et je suis sûr que si on demandait ici tous les gens qui croient à l'homéopathie, on aurait probablement une moitié de salle qui dira à peu près oui. Monsieur Chambaud, dernière vraiment intervention, et après... Oui, juste, et je pense qu'Alain-Michel Serretti a très bien résumé les choses, mais je veux quand même juste dire qu'il y a beaucoup de produits, de médicaments qui sont utilisés, y compris par vous tous et vous toutes, et qui ne sont pas remboursés. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Le problème, c'est de savoir si l'homéopathie va continuer à être remboursée à un taux minime ou pas. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voulais dire, madame, c'est pour lutter contre les inégalités de santé, pour ne pas creuser les inégalités de santé, il y a beaucoup d'autres choses à faire que l'homéopathie. L'homéopathie, je ne veux pas dire que ce n'est pas important, mais sur le sujet des inégalités de santé, on a beaucoup de chantiers importants avant de mettre celui de l'homéopathie dedans. Beaucoup de chantiers donc pour ce grand sujet de l'accès aux soins. Merci beaucoup à tous nos intervenants d'être venus à ce débat. Laurent Chambaud, Stéphane Junique, Jean-Yves Fagon, Alain-Michel Serretti. Merci beaucoup Fidèle Prichard d'avoir co-animé avec moi ce débat très riche autour des fractures territoriales, sociales, la question de l'accès aux soins, et très bonne journée à tous.